Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Service Gagnant avec S, l'émission qui favorise les échanges. Aujourd'hui, deux invités sont avec nous. Céline Guissard, vous êtes la directrice opérationnelle chez Padel Wallonie-Bruxelles. Bonjour et bienvenue. Bonjour. À vos côtés, un visage que beaucoup auront reconnu, je pense, Monsieur Coupe Davis ou Steve Darcy, capitaine de Coupe Davis, responsable du team pro de tennis Wallonie-Bruxelles et enfin, coach de Raphaël Collignon et de Gauthier Monclin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous l'aurez compris, dans Service Gagnant, on va parler tennis et paddle dans cette émission qui est diffusée sur TéléMB ainsi que sur les autres médias de proximité. Mais avant d'aborder avec vous la Coupe Davis, Steve, j'aimerais parler avec vous, Céline, des championnats du monde de paddle. Alors, étant donné que l'émission est enregistrée avant le début des championnats, qu'est-ce que l'on peut dire un petit peu sur l'équipe nationale qui est en direction du Qatar? Quels sont les objectifs? Quels étaient du moins ceux-ci? Oui, donc j'ai assisté à la conférence de presse de l'équipe et des coachs avant leur départ pour le Qatar. Les objectifs des deux coachs étaient d'atteindre le top 8, en sachant qu'ils étaient 4e chez les filles il y a 2 ans et 6e chez les garçons. Voilà. Donc on le rappelle, à la tête, justement, le capitaine, c'est Juan Pablo Abarca. On a également le numéro 1 belge en paddle, Clément Gaines, qui était venu sur notre plateau à votre place, justement, lors du dernier épisode que je vous invite à retrouver. Il est entré dans le top 100 mondial, donc on peut dire qu'avec de tels éléments, on a toutes les chances. On les avait. Oui, c'est clair que l'équipe a la chance de pouvoir compter sur un joueur comme Clément qui vient d'atteindre le top 100 et qui a accumulé pas mal de bons résultats. Après, voilà, les autres joueurs ont aussi d'excellentes qualités et je crois qu'ils sont soudés et que quoi qu'il arrive, ils donnent tous leur maximum dans une compétition, en tout cas comme celle-là. Un peu comme la Coupe Davis en tennis où évidemment on représente son pays, on est en équipe, donc c'est peut-être le moment de donner un maximum. Je crois que c'est ce qu'ils font tous dans ce genre de situation. Tout à fait, avec comme objectif, vous le disiez il y a quelques instants, le top 8. Quand on rappelle qu'il y a 2 ans, les messieurs avaient obtenu une très belle 6e place, alors que les dames étaient dans le top 4. Et dans tous les cas, les résultats seront à suivre sur les réseaux sociaux de Padel Belgium et de Padel Wallonie-Bruxelles. En novembre, toujours et pas très loin du studio, ici à Mons, on pourra assister à un gros événement. Je parle forcément de la Young Talents Cup. Steve, vous connaissez bien cet événement? Oui, je connais bien. Je crois que c'est la 3e édition ici. J'étais là pour les 2 premières. C'est cool parce que ça fait parler du tennis, ça fait vivre le centre. Il y a énormément de monde, beaucoup de parents, beaucoup de jeunes. Ils sont tous ensemble et c'est une compétition qui est hyper saine. Voilà, ils se battent entre régions et c'est vraiment super sympa. À ce sujet, justement, je vous propose d'écouter l'ancienne numéro 1 mondiale, Justine Henin. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de la Young Talents Cup, la 3e édition. Ça approche à grands pas et je serai très heureuse et honorée d'en être la marraine cette année. C'est une compétition que les enfants attendent et je peux vous dire que j'ai eu la chance de vivre ce genre de compétition quand j'étais enfant, où on se retrouvait, où on partageait des choses en équipe et donc ça me procure beaucoup de bons souvenirs. C'est vrai que c'est un moment très attendu. J'ai croisé quelques enfants qui vont y participer et je peux vous dire que l'excitation monte. Pourquoi? Parce que d'abord, ce sont des bandes de copains qui vont se retrouver. Il ne faut pas oublier que c'est d'abord un lieu de rassemblement, de partage, que tout ce qui va se passer en dehors du terrain aura au moins tout autant d'importance que ce qui va se passer sur le terrain dans la compétition. Et donc, beaucoup de moments de partage, de plaisir. La compétition, bien sûr, se soutenir les uns les autres. Donc, on va retrouver ces valeurs que l'on aime tant à travers notre sport et qui vont porter ces enfants pendant ce week-end. J'ai eu l'occasion d'être présente, de les voir évoluer lors de cet événement l'année dernière et je peux vous dire que c'était un week-end intense, rempli d'émotions et que pouvoir proposer des cadres inspirants comme ça pour nos jeunes, les faire rêver, créer des conditions dans lesquelles ils vont pouvoir partager, se dépasser, passer par plein d'émotions, la victoire, la défaite, soutenir les copains, ça va probablement encore être une grande réussite, riche en beaucoup de choses et moi je me réjouis de vous y retrouver très bientôt. Cette compétition, Steve, c'est un peu la Coupe Davis des plus jeunes? C'est un peu pareil, oui. C'est vrai, comme Justine le dit, il y a des pleurs, il y a des rires, il y a de la joie et il y a énormément d'émulation. Ils se tirent tous vers le haut. Il y a une ambiance de fou et les jeunes ensemble, c'est super gai à voir. Voilà, ils sont tous ensemble, région contre région. Mais c'est vrai que ça fait un peu penser à la Coupe Davis. C'est un sport collectif par moment.
et ça fait du bien parce qu'on est souvent tout seul et avoir un peu de monde autour de soi, ça fait beaucoup de bien. Avec autant de bons moments sur le terrain qu'en dehors. Mais en dehors, oui, on les voit, ils doivent s'amuser comme des fous. Voilà, ils se retrouvent tous entre potes, entre copains, avec d'autres régions, parce qu'ils sont tous ensemble tout le temps. Et c'est vrai que de les voir comme ça, c'est hyper gai. Alors en parlant de Coupe Davis, justement, on va revenir sur la Coupe Davis des Belges, où la Belgique s'est inclinée de justesse face au Brésil. Quel est à vous votre bilan, avec un peu de recul? En allant là-bas, évidemment, on se disait que ça allait être compliqué, parce qu'on était face à 3 grosses équipes. David n'étant pas là, on était un tout petit peu plus faible, j'ai envie de dire. Maintenant, on a eu la chance de pouvoir donner la chance à deux jeunes, à Alexander Blocks et à Raph Collignon. On a une super équipe de double, et puis on a Zizou qui a montré que vraiment, là, il avait un statut nouveau, où là, on peut vraiment compter sur lui. Il a fait des gros matchs. Et après coup, c'est vrai qu'on reste sur une déception, parce qu'on commence par une victoire contre la Hollande, on perd assez logiquement contre l'Italie 2-1, et contre le Brésil, je pense que si Zizou il arrive à faire le break à 4-4 au deuxième, je pense qu'on se qualifie. Après, on ne peut pas lui reprocher forcément, vu qu'il a été irréprochable, mais c'est vrai qu'on passe hyper proche du top 8. Et quel sentiment prédomine à ce moment-là, maintenant ? Là, c'est la déception quand même, toujours un petit peu. Après, il y a beaucoup de fierté parce que les mecs ont été fabuleux. On a une super équipe, on a eu une ambiance exceptionnelle. Je pense que moi, j'ai vécu la Coupe Davis de l'intérieur en tant que joueur, ici en tant que capitaine. J'ai rarement vu une ambiance aussi bonne. Donc, je pense que pour l'avenir, ça peut vraiment nous servir, ça peut faire du bien. Et comme j'ai dit, on a prouvé aussi qu'on avait des forces, même sans David, avec Zizou, avec le double et avec les jeunes qui ont quand même bien répondu présent. Il y a quand même beaucoup de positifs malgré tout. Il y en a très bien, oui, beaucoup de points positifs à retirer de cette expérience. Mais qu'est-ce qu'on aurait pu peut-être mieux faire, un aspect qu'on n'aurait pas abordé? Battre le Brésil. Mais non, mieux faire, honnêtement. Je pense que le staff a été hyper pro comme d'habitude. Tous les joueurs se sont entraînés. On avait pris le parti de prendre 6 joueurs et d'en retirer un en plein milieu de la rencontre. Et Joris Delors, qui a été entre guillemets meilleur de l'équipe, est resté toute la semaine. Donc ça veut dire que l'ambiance était là, ça veut dire qu'on était tous soudés. Donc je ne pense pas qu'on aurait pu améliorer les choses, à part peut-être prendre cette fameuse balle de break ou être un peu meilleur à certains moments, mais je crois qu'on n'a rien du tout à se reprocher. On gagne de l'expérience finalement. On gagne de l'expérience et puis comme j'ai dit, Zizou il a porté un peu l'équipe. Les joueurs de double ont été présents. Ils ont quand même gagné 2 matchs sur 3 contre des très bonnes équipes. Et les jeunes, ils ont pu prendre un peu d'expérience. Ils ont tous les deux joué. Et c'est ça que je voulais absolument, c'est qu'ils puissent jouer au minimum un match, que quand on va devoir jouer une rencontre importante, ils auront déjà un peu de vécu dans l'équipe. Vous qui avez été justement à la place de ces jeunes, qu'est-ce que vous leur dites quand ils sont sur le terrain ? De prendre du plaisir. J'essaye on parle beaucoup de tactique quand même, parce qu'il y a de la tactique dans le tennis. On parle de mentalité, on parle de moment, essayer de profiter du moment, essayer de faire le maximum. Après, moi, je veux juste pas que les mecs aient des regrets et je pense que là, on peut pas en avoir, même si on est passé tout près. Ils ont tous donné 150%, que ce soit les joueurs, le staff et le reste. Donc là-dessus, je pense que les regrets, on n'en a pas. Eh bien alors, on le disait avant d'être capitaine, vous avez été joueur de cette Coupe Davis, l'un des joueurs les plus marquants, je dirais même. Pouvez-vous nous dire comment a commencé cette histoire d'amour ? Comment ça a commencé ? J'ai eu ma première sélection en 2005 sous Steven Martens, où on avait perdu contre les États-Unis à Louvain. J'avais joué le dernier match qui ne comptait pas, le 5e match, mais la rencontre était déjà perdue. Et puis, quand tu es sur le terrain, ta première sélection, quand tu commences le tennis, c'est pour faire des grands chelems, c'est pour faire des Coupes Davis. Et puis là, quand tu te retrouves à l'hymne national pour jouer pour ton pays, c'est exceptionnel. Franchement, les émotions sont incroyables. Et puis après, ça s'est un peu enchaîné, où j'ai eu plusieurs sélections. Et pour finir, j'en ai eu quand même vraiment pas mal, avec pas mal de belles victoires, avec 2 finales, perdues malheureusement, mais énormément de super souvenirs. Justement, j'ai envie d'en pointer un, de souvenir, ce sentiment que vous gardez lorsque vous qualifiez la Belgique. Donc à ce moment-là, c'était plus arrivé depuis 1904. Qu'est-ce que vous gardez de cette expérience-là ?
de ce moment? C'est des moments inoubliables. Voilà, on sait que c'est des grands rendez-vous. On sait qu'on avait une petite chance. On se retrouve pour la première fois en demi-finale en 2015, si j'ai bonne mémoire. Et puis là, à Forêt Nationale, qui est quand même une salle mythique. Et puis là, quand on se qualifie, voilà, c'est le travail de toute une équipe. Après, c'est moi qui gagne le point décisif, mais on aurait été tous très très forts ce week-end-là pour faire notre première finale. Est-ce qu'on ressent encore la même émotion quand vous regardez ces images après quelques années écoulées? Ouais, ça me fait rire parce que c'est vrai que c'était une ambiance de feu. C'était, comme je le répète, à Forêt Nationale, c'est quand même une salle mythique pour notre pays. Jouer là-bas alors que j'avais été voir un concert au mois de janvier, c'était assez marrant. Et puis, voilà, première finale depuis je ne sais pas combien d'années, ça restera un souvenir incroyable. Historique, et justement, après cette rencontre-là, j'avais joué les 3 jours. J'étais tellement fatigué, mais j'ai pu gagner un match de l'année, donc très bon souvenir. Pour ma carrière personnelle, ça a fait mal. Justement, par rapport à... Allez, est-ce que c'est peut-être le meilleur souvenir? Donc, on abordait ces 2 qualifications en finale, et le pire souvenir de cette Coupe Davis, de ces Coupes Davis? Le pire, ça restera, je pense, les 2 finales où malheureusement... on s'était qualifié à chaque fois à 2-2 dans les 2 demi-finales et j'avais eu mal au bras dans les 2 finales, donc j'étais pas du tout à 100%. Et ça, c'est un peu dur parce que je pense qu'en tout cas, contre l'Angleterre à 100%, j'ai quand même le sentiment qu'on aurait pu la gagner. La France à 100%, même si tout le monde pense que c'est là qu'on devait gagner, moi je pense que c'est l'Angleterre qu'on aurait dû gagner. Très bien. Alors, un mot peut-être également, on change de registre, donc on n'est plus pour la Coupe Davis, mais de la Billie Jean King Cup avec la sélection du capitaine donc de l'équipe belge, Wim Fissette, pour le match Chine-Belgique. Un petit mot sur cette sélection? C'est une sélection où il n'a pas eu trop le choix non plus. Je crois que les grandes joueuses de notre pays qui ne répondent pas de présentes, je peux le comprendre, c'est compliqué, le calendrier est chargé, c'est en Chine, donc évidemment c'est très dur. Après, il a fait confiance aux jeunes, c'est super, même s'il n'a pas eu trop le choix. Et puis, il a quand même gardé Isaline dans l'équipe, Isaline Bonaventure, peut-être pour l'expérience, peut-être parce qu'on sait que sur un match, elle peut déplacer des montagnes. Donc, c'est une sélection quand même intéressante où là, clairement, il va devoir faire confiance aux jeunes. Aux côtés d'Isaline Bonaventure, on retrouvera aussi Anne van de Winkel, Marie Benoît, Sofia Kostoulas et la junior Yeline Van Drom. Alors, on parlait de souvenirs il y a quelques instants. On va remonter encore un petit peu dans le passé, un petit peu plus récent ici cette fois, avec le Ladies Paddle Day qui s'est déroulé le 20 octobre. Céline, donc l'objectif de ce type d'événement, c'est vraiment de mettre à l'honneur le paddle féminin. Oui, en effet, donc on a organisé l'ETIAS Ladies Paddle Day le 20 octobre à l'Eleven à Nivelles. L'objectif était d'organiser effectivement une journée de promotion pour le paddle féminin. Voilà, on voit dans les clubs qu'il y a beaucoup de joueuses qui jouent, qui pratiquent le paddle, mais elles ne sont pas pour autant affiliées et ne franchissent pas toutes suffisamment, en tout cas pour nous, le cap, on va dire, entre guillemets, de la compétition. Donc pour l'instant, parmi nos affiliés, il y a seulement 20% de dames. Donc voilà, l'idée était vraiment d'organiser un événement à la fois sportif et convivial, où elles pouvaient se rendre compte de leur niveau, peut-être pour la première fois jouer en match, même si c'était amical, et on espère qu'elles continueront du coup à jouer dans les tournois officiels et en parler aussi aux autres joueuses, parce qu'il y a de la place vraiment pour tout le monde en fonction de son niveau. Est-ce que le pari a été réussi? Comment ça s'est déroulé? Je pense que le pari a été réussi. C'était gratuit et ouvert à toutes. Et alors, on a organisé aussi différentes activités un peu plus ludiques et conviviales. Il y a eu un petit déjeuner au début de la journée. Il y a eu des masseuses, donc elles ont pu se faire masser les jambes. C'était chouette. Le planning était bien rempli. Puis, on avait pris des petits fruits. On avait organisé un petit quiz sur le paddle féminin. Donc voilà, en plus de jouer 4 matchs minimum chacune, elles ont pu profiter d'une journée assez sympa entre copines, du coup. On a eu également les interclubs mixtes et vétérans. Est-ce qu'il faut un bon niveau ici ou est-ce que les débutants sont admis? Tout le monde est admis, évidemment. Donc, il y a des catégories avec des divisions de points où chaque équipe s'inscrit en fonction du classement des joueurs et des partenaires. Donc voilà, c'est vraiment ouvert à tous, que les joueurs soient débutants ou plus expérimentés. Il y a de la place pour tout le monde. Et alors là, oui, les interclubs mixtes et débutants touchent à leur fin. Les finales ont lieu le 9 novembre au Moco. Donc, a priori, ce sera un bel événement de clôture de la saison d'Interclub où les équipes qui sont arrivées jusque-là seront récompensées par cet événement.
Un rendez-vous à noter donc au calendrier. Et je me demandais, qu'est-ce qui caractérise finalement ces organisations? C'est vraiment les échanges, la bonne humeur? Oui, les échanges, la bonne humeur et je dirais peut-être avant tout pour les joueurs et pour nous aussi la passion. Parce que je crois que voilà, les joueurs, les clubs, nous au niveau du staff, tout le monde est passionné. Après, évidemment, ça débouche sur, comme vous le disiez, de la convivialité, des échanges, sans oublier le fair play, je dirais qu'on essaye aussi de mettre en avant, avec l'aspect quand même compétition qui reste là, mais voilà, tout peut être lié, je pense. Un aspect compétition justement qu'on pourra retrouver, j'imagine aussi avec les Masters de paddle à Rochefort. Exactement, donc les Masters sont organisés toujours en fin de saison. L'idée est de récompenser les meilleurs joueurs et joueuses de chaque catégorie. Donc ils sont sélectionnés sur base d'un ranking par catégorie. Et oui, l'idée, comme je le disais juste avant, est de les récompenser sur base de tous les tournois qu'ils ont joués pendant l'année et des résultats qu'ils ont pu obtenir durant ces tournois. Donc voilà, ce sera un bel événement aussi de clôture de la saison a priori. Question pratique qui pourra certainement intéresser celles et ceux qui nous regardent, mais comment on s'y inscrit? Alors, c'est pas ouvert à tous. Donc, vu que c'est sur sélection, c'est nous qui allons contacter les joueurs et ils recevront toutes les informations pour pouvoir s'inscrire en temps voulu. Très bien. Alors Steve, je reviens vers vous pour pointer les résultats de joueurs belges, de bons résultats. Alors, je commence évidemment avec David Goffin, avec lequel vous avez été sur le circuit pendant plusieurs années et qui fait quand même un retour en force en ce moment, puisqu'il est à nouveau dans le top 50. La paternité lui réussit bien, apparemment, depuis qu'il est papa de cette petite fille. On peut aussi évidemment souligner les bons résultats de Raphaël Collignon, qui a fait un superbe bond dans le classement cette année. Un mot peut-être sur ses performances, vous qui êtes son entraîneur? Bah oui, Raph, il a passé un petit cap. Là, il est aux alentours de la 160e place mondiale. Il a raté quelques fois le coche. Il aurait pu, je pense, être un peu mieux. Mais c'est vrai qu'il part de loin. Il a énormément de victoires. Il a énormément joué. Là, maintenant, il commence vraiment à faire des plus gros tournois, à jouer des meilleurs joueurs. Donc, les dernières semaines ont été un peu plus compliquées, mais il en reste encore quelques-unes et j'espère qu'il sera en dessous de la barre des 150 premiers. Et pour répondre un petit peu à celles et ceux qui critiquaient David, donc on en revient à David Goffin qui disait qu'il ne serait plus jamais bon, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Qu'il est en train de prouver le contraire finalement? On peut rigoler, je crois. On peut rigoler parce que c'est tellement facile, voilà, des mauvais résultats de critiquer, que ce soit dans tous les sports. Ici, on parle de Dave, mais voilà, moi je sais, j'ai vu en tout cas de la manière dont il a géré ce moment où il y avait peut-être un peu moins de bons résultats, mais il s'est entraîné dur, il a fait tout pour revenir. Et ça, les gens forcément ne le voient pas. Donc c'est toujours marrant, enfin moi ça me fait un peu sourire les gens qui parlent comme ça, mais il y en a énormément malheureusement. Mais je crois qu'on peut juste le féliciter parce qu'il a travaillé dur et là il commence vraiment à récolter un peu les fruits de tout le travail. Oui, totalement, en étant, comme je le disais il y a quelques instants, à nouveau dans le top 50. Alors, c'est vrai que c'est une période un petit peu plus compliquée aussi pour Gauthier Onklin, qui a été absent plus d'un mois pour cause de blessure, mais qui vient tout de même d'aller 2 fois en finale, d'un 25 000 $. Un petit mot sur son parcours à lui? Oui, il a fait une saison un peu en dents de scie. Là, il a été blessé pendant 2 mois et demi, 10 semaines. Il vient de reprendre, il vient de faire 2 finales de 25 000. Donc c'est bien, il a repris quelques points et là ça va être un peu la course pour aller essayer d'accrocher les qualifs de l'Australian Open. Il lui manque une 40aine de points, donc voilà, il va falloir encore quelques petits résultats pour pouvoir aller en Australie début d'année. Quel est le conseil que vous pourriez donner justement quand on revient de blessure comme ça, c'est se remettre en selle le plus rapidement possible? D'abord de bien se soigner, de recommencer quand on n'a vraiment plus aucune douleur et qu'on est prêt, qu'on a quand même fait des entraînements derrière. Et puis après, il ne faut pas non plus s'attendre à performer tout de suite. Bien sûr, on voudrait reprendre la forme qu'on avait avant sa blessure directement, mais ça prend du temps, c'est difficile, surtout si les blessures sont assez longues. Il faut juste être patient, s'accrocher et continuer à croire qu'on peut encore reprendre de la confiance assez vite. Eh bien, en termes de confiance, je pense qu'Emilien Demanet en a pour l'instant parce qu'il est passé à ça vraiment de l'exploit au tournoi d'Anvers. Il nous a offert un match formidable. Vous avez pu voir sa performance? Oui, je l'ai vu. Malheureusement, je n'ai pas pu me rendre sur place ce jour-là, mais je l'ai regardé sur Internet. Il a fait vraiment un match exceptionnel. Il est passé tout près et
Au vu du match, il aurait vraiment dû gagner. Il a eu énormément d'occasions, beaucoup plus que l'autre même. Mais c'est vrai qu'il fait une belle année. Voilà, pour une première année sur le circuit, il est dans le top 600. Il a gagné son premier 15 000 $. Là, il commence à mixer 15 000, 25 000 pour essayer d'aller chercher un peu du niveau de jeu. Et ça se passe plutôt pas mal. Donc, on peut dire qu'il fait une très, très belle année. En fin d'année, justement, on aura un rassemblement en Espagne, c'est ça ? Exactement. Donc là, Thierry Van Klemput est en train d'organiser tout ça. Donc normalement, ils vont se rendre tous à l'académie de Rafael Nadal à Manacor, avec les 2009 aussi. Donc ils seront une dizaine à partir, à aller s'entraîner là-bas pour jouer un peu sur dur à l'extérieur, pour entre guillemets préparer un peu l'Australian Open et les autres tournois outdoor. Donc ça va être un super moment. En parlant de Rafael Nadal, justement, on arrive tout doucement en fin d'émission. Et je voulais parler d'un départ dont beaucoup parlent, celui de Rafa. Vous l'avez rencontré et même battu, c'était en 2013, à Wimbledon. Quel est le sentiment à l'approche de sa retraite ? C'est vrai que tout le monde est un peu triste, je pense. On est à la fin d'une ère. Hein. Il y a Roger qui arrête, Rafa qui arrête. Donc là, c'est vrai qu'on est en train de perdre deux très très grands joueurs. Mais voilà, ils ont tellement apporté au tennis. Je pense qu'ils ont aussi le droit d'un petit peu souffler. Et c'est ce qu'on va retenir, c'est tout ce qu'ils ont apporté au tennis. Vous avez été le premier à l'éliminer au premier tour d'un Grand Chelem. Quel était un petit peu votre sentiment quand vous avez eu la sélection, quand vous saviez que vous étiez tombé contre Nadal ? Quel a été le premier sentiment ? Le premier, j'ai dit c'est très bien, je serai très tôt à la maison. Donc voilà, quand on sait qu'on joue Nadal au premier tour, jamais perdu au premier tour, il vient de gagner un Roland pour la je sais pas quantième fois, on sait que ça va être dur et on sait qu'on va probablement être à la maison assez vite. Mais je me suis dit aussi que voilà, j'avais rien à perdre, qu'il fallait y aller, tenter et c'est passé. Il y a eu un avant et un après ce match pour vous ? Il y a eu un avant, un après, oui, parce qu'après, j'ai plus joué pendant un an. Donc, c'était dur. C'était un des meilleurs moments de ma carrière, peut-être, et un des pires dans la même journée, parce que je savais que ça n'irait pas et que c'était quand même assez grave. Et puis après, forcément, les gens, quand on parle de moi, entre guillemets, on parle de Coupe Davis et on parle de Nadal, quoi. Le reste, c'est comme si j'avais pas joué, donc c'est assez marrant, ouais. Quel souvenir vous gardez de ce joueur à titre personnel ? Est-ce qu'il y a eu un échange particulier entre vous, une anecdote peut-être ? Non, j'ai revu une photo que ma maman a fait. Elle avait fait un cadre quand j'avais fait les JO à Pékin. Et donc, il y avait une photo où on était avec Olivier Rocus, Federer, Nadal et moi. On s'était retrouvés là à 22h dans le vestiaire. Je ne sais plus pourquoi, à cause de la pluie, on avait dû jouer très tard. Donc ça, c'est une photo qui restera dans ma mémoire, mais ça restera un joueur qui est hyper humble, hyper gentil, courageux forcément, et puis avec une carrière exceptionnelle. Nadal qui est espagnol et l'Espagne, c'est un peu le pays du paddle. Céline, comment vous avez accueilli cette nouvelle ? Alors moi, j'avoue que j'étais plutôt une fan de Federer à la base. Ça n'empêche qu'évidemment, il faut reconnaître et être admiratif devant tout ce que Nadal a accompli. Donc, waouh et bravo pour cette immense carrière. Voilà, comme Steve le disait, c'est un peu la fin d'une ère, mais voilà, il y a quand même d'autres joueurs maintenant qu'on apprécie suivre sur les circuits également. En termes de tennis, il me semble que vous avez monté de classement en IAP, c'est ça ? C'est vrai. On est bien informés. Vous êtes bien informés. Alors, vous pratiquez le tennis et le paddle, c'est ça ? Tout à fait. Je suis joueuse de tennis à la base. Et puis, le paddle est venu un peu plus tard. Mais voilà, je continue à jouer les deux sports que j'apprécie tout autant. Et vous, Steve, un peu de paddle de temps en temps ? Un peu de paddle, oui. J'ai créé un club avec 3 autres personnes justement à Saint-Georges, donc je joue de temps en temps. Je fais un petit peu les interclubs. Malheureusement, je manque un peu de temps pour jouer plus, mais on va essayer de trouver ça assez vite. En tout cas, il y a de quoi faire, comme je le disais, avec tous ces beaux événements dont nous avons parlé. Je vous le disais, Service Gagnant, c'est l'émission qui favorise les échanges. Merci beaucoup pour ceux que nous avons partagés aujourd'hui. Merci à TLMB et aux autres médias de proximité qui assurent le bon déroulement de cette émission. Merci à vous de nous suivre. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode de Service Gagnant. Bon week-end.